Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 9 avril, José Bové à Toulouse, le député européen, tête de liste sud-ouest d'Europe Écologie Les Verts, nous a accordé un long entretien ce matin. C'est actuellement la semaine du don de moelle épinière. Objectif, trouver de nouveaux donneurs. Enfin, l'art numérique en plein boom. À Toulouse, un festival y consacre l'ensemble de sa programmation. Et Manuel Valls l'a annoncé hier, il veut voir d'ici le 1er janvier 2017 réduit de moitié le nombre des régions. Pour rappel, actuellement il y a 26 régions, dont 22 en métropole. Alors, cette fusion est-elle nécessairement une bonne idée? Nous avons posé la question à Jean-Michel Latte, premier adjoint au maire, et à José Bové, député européen. J'ai bien écouté Manuel Valls. Il a expliqué pourquoi il voulait réduire les collectivités locales. Il a dit que c'était pour faire des économies et dégager des marges financières supplémentaires. Je suis assez d'accord. Si l'argent que l'on met en fonctionnement sur les structures actuelles est reversé sur l'investissement des collectivités, je crois que tout le monde sera gagnant. On est le seul pays quand même qui a ce genre de millefeuille administratif. Alors tout le monde va dire que c'est indispensable. Je note que des pays comme l'Allemagne par exemple ont un autre système beaucoup plus efficace et l'investissement qui est fourni au local est plus important qu'en France. Vers l'Aquitaine, il y a des relations normales puisqu'on a des industries communes. On oublie souvent, mais l'Aquitaine est une grande région aéronautique. Et puis l'axe Toulouse-Barcelone est aussi un axe fondamental. Donc j'avoue que je n'ai pas suffisamment de compétences pour imaginer ça. Mais pourquoi pas une grande région pyrénéenne qui couvrirait depuis l'Aquitaine jusqu'au pays catalan. Ça nous permettrait de rester dans la Languedoc. Il y a un décalage entre ce que vivent les Français ou à quoi ils aspirent, et souvent des femmes et des hommes politiques, des partis politiques, qui eux restent uniquement dans des volontés de garder des pouvoirs. Donc plus il y a de structures, plus il y a d'échelons, de la mairie, le canton, le département, la région, les métropoles, tout ça, ça crée chaque fois des élus supplémentaires, donc des possibilités de clientèle supplémentaire, et donc évidemment c'est ça qui fait plaisir à un certain nombre de partis politiques. Ça, je dirais que c'est de la politique vieille façon. Maintenant, les gens, ils aspirent effectivement à ce que la politique, ce soit quelque chose qui correspond à leur vrai bassin de vie et qui réponde à des besoins. Et ce n'est pas l'empilement des élus qui va permettre. Donc, mais vous êtes pour les métropoles, contre les départements et pour des grandes régions? Je pense que les grandes régions, ça va s'imposer. On ne peut pas avoir des régions différentes en termes de taille et de capacité. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne, quand on voit les régions en Espagne, en Grande-Bretagne, par exemple, ou en Belgique, on voit bien qu'on est dans un système très différent. En France, avec nos 36 000 communes, je dirais que ça n'a pas de sens. On voit aujourd'hui des communes de quelques centaines d'habitants à côté de métropoles qui en ont plus d'1 million, 1,5 million. Donc, à un moment, il faut réharmoniser. Il faut qu'on ait des territoires cohérents. Il faut que quand on est capable de prendre une décision sur des routes, sur des aménagements, par exemple, je pense à faire une cité sportive, un collège ou n'importe, il faut que ça soit au niveau cohérent entre le bassin de vie, les services et les habitants. Et la démocratie, elle doit se faire à ce niveau-là. Si on n'est pas capable de gérer la démocratie à ce niveau-là, eh bien effectivement, on a un décalage. Vous venez donc d'entendre José Bové. Il était hier soir avec d'autres leaders d'Europe Écologie Les Verts au Bikini pour lancer la campagne des Européennes pour le Sud-Ouest, Jean-Marc. Et oui, le député européen brigue un nouveau mandat dans un long entretien qu'il nous a accordé ce matin. Il nous parle de l'importance de ces élections, mais également de la nomination de Manuel Valls à Matignon et du retrait des écologistes du gouvernement. Écoutons-le. Écoutez, moi je suis écologiste. Donc les écologistes ont été un moment et ont fait un partenariat pour faire élire François Hollande, les choses sont claires. Depuis, le moins qu'on puisse dire, c'est que la fibre écologiste a eu du mal à se faire entendre. Et qu'aujourd'hui, moi j'ai des doutes, c'est clairement des doutes, puisqu'on en est quand même au 4e ministre de l'écologie dans ce pays, et que les choses n'ont toujours pas bougé. Alors, on devait avoir la transition énergétique, un projet de loi au mois d'avril. Maintenant, on nous parle du mois de juin. Wait and see. Moi, j'attends. Je veux voir maintenant ce qui va être fait. Parce que des paroles, j'en ai eu beaucoup. J'attends des choses concrètes. Comment on met en place ce qui avait été décidé? Comment on passe de 75% de l'énergie électrique produite par le nucléaire à 50%? Comment on sort des énergies carbonées? Comment on fait pour investir dans le rail, dans les transports urbains,
quand les financements ont été supprimés parce qu'on a enlevé la pollutaxe. Moi, je veux savoir maintenant. Hein, et on ne peut pas avoir deux discours. Alors moi, je veux bien la calinothérapie. Simplement, ce que j'ai envie, ce sont des actes et des faits. Est-ce que d'ailleurs le système européen, vraiment le système de vote, c'est donc un premier tour à la proportionnelle? C'est exactement l'inverse de ce qui se fait en France, où on est plutôt en majoritaire avec un second tour. Et là, pour le coup, votre voix existe. Au niveau du Parlement européen, avec la proportionnelle, il n'y a pas de parti qui soit majoritaire à lui tout seul. Ce qui fait que toute décision sur chaque thème, l'énergie, l'agriculture, que sais-je, l'emploi, il faut chaque fois créer une majorité. Et donc il n'y a pas de majorité automatique. Donc c'est un travail à la fois de persuasion en commission et ensuite en plénière, et on peut avoir des majorités qui peuvent varier d'un sujet à un autre. L'idée étant qu'il faut essayer de trouver chaque fois des consensus. Donc il y a des compromis qui sont passés pour essayer d'avancer. Et ça fait vivre la démocratie. C'est-à-dire que chacun compte et les députés ne sont pas soit des godillots, soit des opposants systématiques. Et en France, on a du mal avec ça. On pense d'un côté qu'on veut être majoritaire quand on est dans un des partis de gouvernement qui a été majoritaire pendant des années, et on n'a pas envie de céder sa place. Donc on veut garder le même type de scrutin, où ça passe et on gagne tout, où on perd et on perd tout, mais c'est pas grave, on revient la fois d'après. Ça c'est le système français. Le vrai système démocratique, c'est de permettre à l'ensemble des forces. Et effectivement, il y en a qu'on aime plus ou moins et d'autres qu'on n'aime pas du tout. La réalité, c'est qu'elles existent. Dire à des gens qui votent quoi que vous fassiez, de toute façon, votre compte n'existera pas, c'est juste insupportable. Donc moi, je préfère que des partis, même que j'aime pas, soit dans les enceintes parlementaires, soit dans les exécutifs, parce que c'est là où on voit les gens. Est-ce qu'ils sont capables de bosser? Aujourd'hui, le Front National ne fait rien au Parlement européen. Ils ne participent pas, leurs élus ne participent pas dans les commissions. Ils ne prennent pas, même pas part au vote. Et donc sur des grands sujets comme le budget ou sur l'agriculture, eh bien on a des élus abstentionnistes. Est-ce que c'est ça? Alors on peut toujours après gueuler dans les médias en disant nous, si on était là, on ferait ça, ça. Mais dans une enceinte où chaque voix compte et où chacun peut parler, là on voit que les gens sont absents. Alors là on peut faire la critique. On peut leur dire qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça sert à rien de critiquer si en même temps on ne fait pas le boulot. On se souvient qu'en 2005 il y a eu un référendum. La France avait dit non au projet de traité européen, les Français en tout cas, et puis on leur dit bah non vous avez mal voté, puis on ne va pas vous écouter. Alors ça veut dire qu'à un moment on veut faire voter des gens, mais finalement quand ils votent aussi on dit bah ça ne sert à rien. Mais ça je suis pas d'accord du tout avec cette interprétation, puisque effectivement en 2005 il y a eu le projet de traité constitutionnel, il y a eu une vraie mobilisation, on a parlé d'Europe comme jamais on avait parlé d'Europe. Moi j'étais un de ceux qui s'est battu pour le non, de manière très claire, et j'étais content qu'on gagne, mais on a gagné pourquoi? C'est pas contre l'Europe qu'était le vote, c'était contre le fait qu'on ait mis toutes les règles économiques libérales dans le texte constitutionnel. Un texte constitutionnel, ce sont d'abord des droits et des valeurs, puis ensuite il y a une règle de fonctionnement. Et là, par une espèce de hold-up, on a voulu mettre une troisième partie avec tous les textes économiques. Et c'est là-dessus que les gens sont mobilisés et ont dit non. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter que l'Europe reste cette Europe intergouvernementale où, par exemple, à la majorité, un certain nombre de décisions sont prises par les chefs d'État et de gouvernement. Ce qui veut dire que très clairement, sur la question, par exemple, qui concerne vraiment tout le monde, parce que c'est le dumping fiscal d'un pays à un autre, la fiscalité n'est pas la même pour les entreprises. Ce qui fait qu'on voit un pays comme l'Irlande qui fait du dumping, qui prend des grosses entreprises comme Google, qui leur promet des taux très bas, et à partir de là, on se retrouve dans des distorsions. Si on veut changer cette règle du jeu, c'est à l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement que ça se fait. Donc il suffira qu'il y en ait un qui dise non pour pas que ça puisse se faire. Donc là, les décisions, elles doivent se prendre à la majorité qualifiée. Ça, il faut changer les traités pour faire ça. Il faut renforcer le pouvoir du Parlement et il faut qu'on ait une Commission européenne présidée par quelqu'un qui a la légitimité électorale. Que la Commission soit un exécutif, et un exécutif c'est politique, c'est pas une technostructure. Au niveau européen, on fixe les règles du jeu et on fixe les lois, c'est à ce niveau-là. Parce que si on veut être efficace au niveau écologiste, il faut que ça touche le plus grand nombre de personnes. Si on veut lutter par exemple contre le réchauffement climatique, on peut effectivement faire des choses très concrètes à Toulouse ou même au niveau national, mais la pollution, elle traverse les frontières. Donc si on veut agir sur la santé, si on veut agir pour réduire les énergies carbonées, il faut le faire sur un espace plus large. L'Europe, c'est un de ces espaces. Aujourd'hui, si on est capable, avec 500 millions
d'habitants d'agir, ça va avoir un impact très important sur la baisse du réchauffement climatique. Et à l'UDI, l'heure est également à la préparation pour les élections européennes, quand bien même le leader du parti, Jean-Louis Borloo, vient de se retirer de la vie politique. Et oui, vous le savez, avant-hier, le numéro 1 du parti centriste a en effet indiqué qu'il mettait un terme à ses mandats et à ses fonctions politiques. À Toulouse, beaucoup espèrent que cette décision ne sera pas définitive, mais pour l'heure, le parti s'attelle aux européennes. Le scrutin se tient dans un peu plus d'un mois. L'UDI et le MoDem, alliés pour ces élections, viennent de dévoiler leurs axes de campagne. François Guinle nous en dit plus. Le 25 mai prochain, les électeurs des 28 États membres de l'Union européenne renouvelleront leur Parlement, soit 751 députés de la seule institution de l'UE élus au suffrage universel direct. À Toulouse, on vote pour élire 10 parlementaires de la zone sud-ouest. Elle regroupe Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Le MoDem et l'UDI sont regroupés pour cette campagne. Son lancement s'est déroulé aujourd'hui avec l'espoir de faire mentir les sondages qui annoncent l'UMP et le FN à plus de 20%. Il y a la sortie de l'Europe, c'est en particulier ce que propose le Front National. Ça n'a pas de sens et c'est dangereux et c'est absolument pas efficace. Et puis il y a la proposition des deux grands partis, qu'il s'agisse du Parti Socialiste ou de l'UMP, qui finalement disent qu'ils ne sont pas contents de cette Europe, mais qui ont fabriqué l'Europe d'aujourd'hui. Nous proposons au contraire une construction enfin de l'Europe. Nous disons qu'aujourd'hui, on ne souffre pas d'avoir trop d'Europe, on souffre d'avoir une mauvaise Europe. Point phare du programme, des taux de fiscalité identiques pour les entreprises des pays membres pour mettre un terme au dumping social, ou encore l'élection d'un président européen au suffrage direct pour incarner l'Union. UDI et MoDem espèrent 15 à 20% de vote, malgré le retrait de Jean-Louis Borloo, que l'on n'imagine pas définitif au sein de l'UDI 31. Jean-Louis Borloo ne va effectivement pas s'impliquer dans cette campagne, mais il reste quand même pour nous un phare. Et nous allons continuer à porter son message. Et puis on a peut-être enterré un peu vite Jean-Louis Borloo. Il est effectivement très fatigué, mais contrairement à ce que certains annoncent, ce n'est pas peut-être son retrait définitif de la vie politique. Une classe politique dont le principal défi sera de limiter l'abstention de 62% de votants en 79. Les européennes n'ont rassemblé que 42,9% des électeurs en 2009, à la différence des municipales. Cette élection ne comporte qu'un seul tour. Et puis on l'a appris aujourd'hui, Kader Arif est renouvelé dans ses fonctions. Et oui, même s'il est désormais secrétaire d'État et non plus ministre délégué aux anciens combattants dans le nouveau gouvernement. C'est actuellement la 9e semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse. Et oui, la moelle osseuse fabrique le sang et le système immunitaire. Sa greffe peut aider, voire être essentielle pour des malades atteints de pathologies sanguines. Objectif cette année, recruter 600 nouveaux donneurs en Midi-Pyrénées. Un reportage de Marie Larpan. La greffe de moelle, ça sert à guérir des maladies graves du sang, en fait, qui sont essentiellement les leucémies, c'est-à-dire que l'indication principale de la greffe de moelle, c'est la leucémie aiguë, qui va être guérie soit par de la chimiothérapie seule, soit par de la chimiothérapie associée à ce qu'on appelle une intensification thérapeutique qui s'appelle la greffe de moelle. Il y a d'autres indications qui sont les maladies du système immunitaire, chez l'enfant par exemple, les déficits immunitaires, et d'autres maladies constitutionnelles de la moelle qui s'appellent par exemple les aplasies médulaires, où à un moment donné, la moelle se met à plus fonctionner, et donc comme cette moelle ne fonctionne plus, elle ne fabrique plus le sang, elle ne fabrique plus les cellules de défense contre les infections, donc on a besoin de remettre une moelle qui fonctionne correctement à la place. 1 sur 1 million, c'est la chance de trouver un donneur de moelle osseuse compatible pour un patient en attente de greffe. Il est donc primordial pour l'agence de biomédecine de recruter de nouveaux donneurs et de diversifier les profils génétiques. On fait appel à ce qu'on appelle aux fichiers internationaux, c'est-à-dire que quand un enfant ou un adulte a besoin d'une greffe de moelle, on interroge de manière systématique le fichier international, puisque sur le fichier international de dons de moelle, il y a plusieurs millions de volontaires. Donc on a plus de chances de trouver un donneur. Le dernier enfant traité à Toulouse a ainsi reçu un don de moelle d'un adulte italien. Mais pour étoffer le fichier, il faut faire appel aux bénévoles. Pour devenir donneur, il faut déjà se préinscrire
c'est-à-dire soit par internet sur www.dondesmoellesoseuses.fr. Vous faites une préinscription, on vous envoie ensuite un dossier médical à remplir, vous avez un entretien médical, une prise de sang et à la suite de tous ces examens, vous êtes reçu ou pas comme donneur. Et après, il suffit d'être veilleur en fait, c'est-à-dire d'être en attente si jamais vous êtes compatible avec quelqu'un qui est en attente d'une greffe. Je me dis que ça représente finalement quelque chose d'assez simple et d'assez de pas très contraignant pour moi, mais que ça peut aider quelqu'un, beaucoup aider quelqu'un, donc voilà. Le prélèvement s'effectue par ponction sous anesthésie générale et les poches sont ensuite transfusées aux patients. En France, environ 1600 greffes de moelle osseuse sont réalisées par an. À Toulouse, une dizaine d'enfants sont greffés chaque année, un chiffre stable et pour l'instant, chaque petit patient a trouvé donneur compatible. L'art contemporain à l'heure des nouvelles technologies. La 8e édition du festival Empreinte numérique se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 avril au Centre culturel Bellegarde. Il s'agit donc d'art numérique, musique, sculpture, vidéo et images. L'objectif du festival est de montrer et de populariser des œuvres utilisant les nouvelles technologies. Actuellement à l'image Dance Party in Irak, une œuvre de Stéphane Degotin et Gwenola Wagon. On écoute Pierre Sauvage, le directeur du Centre culturel Bellegarde. Il nous dévoile les contours de cette 8e édition. Alors, cette 8e édition, en 2014, reprend un peu les 20 ans d'Internet, puisqu'il paraît qu'Internet a 20 ans. Enfin, on ne sait pas trop exactement, mais on se met d'accord pour dire qu'Internet a 20 ans. Et donc, on reprend des formes primitives. On revient, on fait un focus arrière, on peut dire, un zoom arrière sur ce qu'était l'esthétique et les formes d'Internet il y a 20 ans, avec des images pixelisées, avec des couleurs un peu criardes, avec un art qui était naissant, une expression qui était naissante, une plastique qui était naissante et qui est toujours intéressante parce qu'elle est témoin de son époque, surtout. C'est l'une des plus célèbres pièces de William Shakespeare, à elfes malicieux, filtres d'amour et forêts ensorcelées. Le songe d'une nuit d'été est présenté au TNT jusqu'au 19 avril. Après un Macbeth très réussi, le metteur en scène et décorateur Laurent Pelly s'attaque à cette comédie de jeunesse écrite par le dramaturge anglais à la fin du XVIe siècle. 2h30 de spectacle virtuose entre rêverie et féerie. Je vous laisse en découvrir quelques extraits. Écrivez-moi un prologue, et que ce prologue ait l'air de dire que nous ne ferons aucun mal avec nos épées, et que Pyrame ne se tue pas pour de bon. Allez, escortez-le et conduisez-le jusqu'à ma charmille. Allez, mes fées. On dit que je caresse tes joues charmantes, que je pique des roses musquées sur ta tête lisse et soyeuse. Le bourgeon de Diane a sur la fleur de Cupidon cette influence et ce pouvoir béni. Là, les deux couples d'amants fidèles seront mariés dans l'allégresse générale en même temps que Thésée. Quant à la suite, le lion, le mur, le clair de lune et les deux amants vous la racontent sur scène entièrement. Voilà, et ceux qui aiment la musique, qui est Thomas Fersen, ils pourront le voir demain au Bikini. Nous serons jeudi à partir de 20h et il jouera notamment son dernier album. Vous aimez Thomas Fersen? J'aime bien. Très bien. Merci Jean-Marc, c'est la fin de cette édition. Bonne soirée, prochaine édition demain 19h.